Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours sur le bonheur, centré sur un texte d'Alain, sur les propos sur le bonheur, publié en 1923. J'en avais dit déjà quelques mots la dernière fois. Voilà de quoi il en retourne très brièvement. Alain va défendre l'idée que le bonheur n'est pas simplement une quête qui a des effets individuels. Certes, c'est une recherche individuelle, intéressée, mais elle a des effets sociaux, qui fait qu'on ne peut pas la réduire à un simple égoïsme. Il y a une vertu morale, à chercher le bonheur envers et contre tout, et à ne pas se laisser abattre par le désespoir. Et en sa qualité de vétéran de la Grande Guerre, Alain en sait quelque chose. Donc il y a une dimension non seulement morale, mais également politique à rechercher le bonheur, puisque pour Alain, c'est une hypothèse qui est intéressante, pour Alain, la cause principale des guerres, c'est l'esprit chagrin, c'est la jalousie de ceux qui ne savent pas être heureux. Alors, vous avez comment on peut appeler ça, des géopolitologues qui considèrent que l'ennui est effectivement un des moteurs de l'histoire, un des facteurs d'explication de certains événements historiques et de certains conflits. C'est quand même assez délicat à manier comme interprétation des crises politiques. Je pense qu'on ne s'entretue pas seulement parce qu'on s'ennuie. Il y a probablement des histoires euh, de domination sur certaines zones, de balance commerciale, de tracé de gazoduc. Enfin, c'est relativement simpliste d'expliquer les guerres comme ceci. Euh, Simplement, on va retenir l'idée de chez Alain, parce que ça va nous être utile après. L'idée que le clivage que Kant introduit entre ce qui est intéressé et ce qui est désintéressé n'est peut-être pas pertinent sur le plan éthique et sur le plan politique. Et je voudrais aborder euh, une thèse qui est libérale, qui n'est pas sans mérite. C'est la fameuse thèse selon laquelle
euh, des vices privés peuvent avoir des vertus publiques. Autrement dit, ce n'est pas parce que on se comporte de manière intéressée, égoïste dans notre vie privée que cet égoïsme ne va pas avoir des effets bénéfiques sur la collectivité. On va aborder la quatrième et l'avant-dernière partie du cours sur le bonheur, avec un auteur que, pour votre malheur, vous connaissez un petit peu, qui est John Stuart Mill, le retour de l'anglais. Le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être? Grand 4, le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être? Et donc nous allons lire un des chapitres, un extrait d'un des chapitres les plus importants de l'utilitarisme. Ça va nous permettre de prolonger la réflexion qu'on avait eue à la fin du cours avec votre camarade sur les questions d'inégalité. Est-ce que le bonheur est une question d'égalité? Et on va voir que l'utilitarisme rencontre un mur face à cette question. Enfin, pas Mill, mais l'utilitarisme en tout cas est face à ce problème. Mill le résout de manière assez brutale. Alors, on lit le texte et je le commente. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisirs de bêtes. Ça doit vous rappeler un long passage de l'Odyssée, quand Ulysse se retrouve sur l'île de la sorcière Circé, qui transforme ses compagnons en cochons. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile. Aucun homme instruit à être un ignorant. Aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Ils ne voudraient pas échanger ce qu'ils possèdent de plus qu'eux contre la satisfaction la plus complète de tous les désirs qui leur sont communs. S'ils s'imaginent qu'ils le voudraient, c'est seulement dans des cas d'infortune si extrême que pour y échapper, ils échangeraient leur sort pour presque n'importe quel autre, y compris la mort, si indésirable qu'il fût à leurs propres yeux. Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est profondément exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais, en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très, très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il faut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections,
mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, et ils le sont souvent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Et là, pour une fois, on pourrait s'autoriser à citer un dessin animé de Walt Disney. Il n'en faut pas peu pour être heureux. C'est un petit peu la thèse de Mill. Alors, c'est un des textes fondateurs de la doctrine utilitariste, de la doctrine anglo-saxonne de l'utilitarisme. Je voudrais partir de là pour vous faire un exposé un peu plus général de ces enjeux politiques et éthiques. Donc, que va dire John Stuart Mill dans le texte? La grande idée de ce texte, c'est la distinction entre quoi et quoi? Entre deux notions fondamentales. Ouais. Alors non, l'animal et l'homme, ça sert au fond à faire des comparaisons, mais ça ne sert pas à faire des distinctions conceptuelles. Alors il y a ça, effectivement, il y a l'être supérieur et l'être inférieur, donc on se dit que ça va pas forcément être très politiquement correct cette affaire, oui. Non, je pensais pas à ça. Euh, Il y a un moment dans le texte où Mill dit il faut faire une distinction, parce que sinon, on confond deux notions très importantes. C'est à peu près un peu plus loin que la moitié du texte. C'est confondre. Donc si c'est confondre, c'est qu'il ne faut pas confondre. Ouais. Le bonheur et la satisfaction, très bien. Et en fait, c'est à partir de cette distinction que se construit l'utilitarisme. De manière assez problématique, il faut le dire. Donc, la grande idée de Mill dans ce texte, qui est le texte central en fait de son livre L'utilitarisme, chapitre 2, ce qu'est l'utilitarisme. L'idée fondamentale qui préside à cette doctrine morale, c'est la distinction entre la satisfaction et le bonheur. Et vous allez voir vraiment les enjeux politiques de cette distinction sont monumentaux. Sur quoi repose l'idée de satisfaction? Sur la notion de quantité de plaisir. Sur la notion de quantité. J'ai bien mangé, cela peut vouloir dire j'ai mangé suffisamment. Ce n'était pas désagréable et j'ai mangé suffisamment. J'ai mangé assez. Satisfaire, ça vient de satisfaction, satisfaire, ça vient d'un adverbe latin, satis, qui signifie suffisamment, assez. L'idée de satisfaction est bornée par les capacités sensorielles d'un être vivant. Pour le dire simplement, les besoins d'un ver de terre ne sont pas celles d'un porc, ne sont pas ceux d'un porc, pardon. Les besoins d'un porc ne sont pas ceux d'un être humain. Ces besoins sont mesurables parce qu'ils ils se rapportent à une quantité de plaisir. Et puis il y a le bonheur. Et sur quelle notion est fondé le bonheur? Non pas sur une quantité mesurable, mais sur une qualité.
sur une qualité. Et une qualité n'est pas immédiatement mesurable. C'est une intensité de l'existence. Et une intensité qui est sans borne. C'est-à-dire que pour l'être qui a des facultés supérieures, et en fait la notion de supérieur est éminemment relative, on peut toujours tenter de viser une intensité supérieure de bonheur. Donc, distinction entre satisfaction et bonheur, qui repose sur la distinction entre quantité mesurable et intensité idéale et maximale, et inquantifiable en tant que telle. Vous avez raison. L'autre grande distinction qui structure le texte, c'est la distinction entre l'être inférieur et l'être supérieur. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de distinction, et c'est une constante chez les utilitaristes, il n'y a pas de distinction de nature, véritablement, entre les êtres les plus bas sur l'échelle du vivant et les êtres les plus élevés. Il y a simplement des distinctions de degrés. Tant que les êtres vivants sont capables de sensibilité et d'intelligence, au fond, ce sont des sujets moraux. Autrement dit, on pourrait très bien envisager, et là encore, on peut voir les risques politiques et éthiques auxquels ça peut nous conduire, on pourrait très bien envisager que pour Mill, il y a autant d'écart entre un porc et un imbécile qu'entre un imbécile et Socrate. Ce n'est pas un spéciste, c'est un antispéciste, Mill. Et c'est d'une certaine manière quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les doctrines utilitaristes, qu'elles viennent du milieu du XIXe siècle, qu'elles viennent des 2 premières décennies du XXIe siècle. Au fond, c'est une constante. Je reviens sur cette distinction entre être inférieur et être supérieur. Qu'est-ce que Mill en fait dans ce texte? Mill en fait une norme du jugement. Pour Mill, c'est la fin du texte. Ceux qui peuvent se prononcer sur ce que doit être le bonheur, ce ne sont pas les êtres inférieurs, ce sont les êtres supérieurs. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait, et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. On va revenir sur la question de la liberté d'expression, parce qu'on voit bien que ça peut avoir un impact sur la philosophie politique de Mill. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que pour savoir ce qu'est le bonheur, je ne vais pas demander à un imbécile
ce qu'il en pense. Si je me considère comme plus intelligent, plus sensible, plus fin, plus cultivé que l'imbécile que j'ai en face de moi, son avis sur la question du bonheur m'importe peu. Okay. Ça serait comme si l'imbécile demandait à un porc ce que c'est que le bonheur. Le porc peut avoir son avis, l'imbécile peut avoir son avis, mais justement, c'est là toute la puissance de l'argument de Mill, cet avis est borné par les capacités de l'être inférieur. Pourquoi seul l'avis de l'être supérieur compte? Parce qu'il connaît les deux côtés de la question. L'être supérieur est non seulement capable de savoir ce que c'est que de vivre comme un être supérieur, mais il sait en outre ce que c'est que de vivre comme un imbécile ou comme un porc. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous voulez, là encore, je ne veux pas m'acharner sur... je ne veux pas tirer sur des ambulances, hein. C'est pas très charitable. Mais je peux regarder une émission de Cyril Hanouna. Je peux même aller jusqu'au bout sans me tirer une balle dans la tête, je pense. En revanche, je ne suis pas certain que Cyril Hanouna soit capable de rester, je ne sais pas moi, face à une leçon d'anthropologie au Collège de France, de comprendre un petit peu ce qui se passe, okay, et d'en parler intelligemment. Moi, je pense que si. Sans prétention aucune, hein. Enfin, si, quand même. Non, enfin, bon, c'est un peu facile de s'en prendre à Cyril Hanouna, hein. Mais ça fait du bien. Alors, Cyril Hanouna sera d'un avis différent, très certainement. Il jugera qu'il sera nettement plus heureux que moi, puisque Baba peut mettre ses affreux Teddy, il peut se payer des godasses, en plus c'est probablement fabriqué en Chine, à 700 ou 800 euros. Bref, il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il faut. C'est un porc satisfait. Mais ce que dit Mill, c'est qu'il vaut mieux être insatisfait. Il vaut mieux être insatisfait et ne pas être Cyril Hanouna, hein, que d'être satisfait en étant Cyril Hanouna. C'est ça la grande différence, au fond, entre, entre Cyril Hanouna et moi. Je préfère être insatisfait. Je préfère être insatisfait. Il y a pire qu'être insatisfait. C'est ça. C'est être satisfait à certaines conditions. Alors, Mill va dire la chose suivante quand même. Pourquoi ne faut-il pas confondre l'idée de satisfaction et de bonheur? Précisément parce que si on se place sur le plan de la stricte quantité, il en faut beaucoup plus à un être supérieur qu'à un être inférieur pour être satisfait. Évidemment. Prenons le terme capacité au sens, je ne sais pas, du réservoir. Au sens le plus pétrolier du terme. Plus nos capacités sont élevées, bah évidemment, plus il va falloir se donner de la peine pour combler ces capacités. Et on se rend compte surtout que ce n'est pas simplement une question de quantité de plaisir, que la satisfaction
de l'être supérieur et celle de l'être inférieur, au fond, ne diffèrent pas, pas tant que ça. Ce qui va être déterminant, c'est la recherche de plaisir de qualité supérieure. Et c'est ça, dit Mill, et je suis l'aristocrate en moi est parfaitement d'accord avec ça. C'est ça la noblesse de l'être humain. C'est chercher, toujours chercher, non pas à avoir plus, mais à avoir mieux. Chercher à se dépasser, chercher à se sortir la peau pour être plus que ce qu'on était hier, pour être mieux que ce qu'on était hier, si je veux être absolument rigoureux. Ça passe par l'exigence, ça passe par la curiosité, ça passe par l'effort. Il est certain que c'est beaucoup plus confortable de vivre une vie de mollusque rivé à son téléphone portable, mais c'est pas ça la vie. On n'a pas été mis sur cette terre pour ce destin sordide. Je sais, ça pique un peu. Oui, pour être heureux. Pourquoi a-t-on été mis sur cette terre? La réponse de Mill et le sens moral de sa doctrine, c'est pour être heureux. La seule raison, c'est-à-dire le sens qu'on doit donner à notre existence, c'est la recherche de la plus grande, et je vais y venir tout de suite, de la plus grande somme de bonheur possible. Et pour cela, d'une certaine manière, c'est le destin, je pense qu'on peut le dire sur le plan anthropologique, le destin de l'être humain, c'est la culture, et c'est précisément la culture de ses propres facultés. C'est se cultiver soi-même qui est le sens de notre existence. Et c'est lié profondément l'idée de culture et l'idée de bonheur. C'est-à-dire l'idée que le véritable bonheur ne se situe pas simplement dans la jungle avec Balou, dans des plaisirs quantifiables et sommaires, mais dans le monde des êtres humains, où l'exigence qualitative prime le reste. C'est ça la raison pour laquelle on a été mis sur cette terre, si je parle comme Mill, évidemment. Ouais. La, comment dire euh, Déjà, moi, je suis pas loin de penser ça. Et deuxièmement, euh, il va y avoir une vraie scission. C'est ça qui est intéressant. Il va y avoir une vraie scission entre les utilitaristes. Il va y avoir deux écoles, au fond. Au sein de ce mouvement, il va y avoir vraiment une rupture très profonde. Et on peut le voir aujourd'hui dans certains débats, notamment sur la question du revenu universel, okay, dont je voudrais vous parler. Iwan, vous aviez une... Ouais. Si, mais justement, c'est-à-dire que on en a peut-être une idée beaucoup plus précise et exacte avec maintenant ce qu'on peut vivre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Euh, Évidemment. Le fait de connaître beaucoup de monde, de se perdre dans des foules de likes, c'est précisément un des travers que l'utilitarisme peut permettre de dénoncer. Au fond, quand on réduit la qualité à une mesure quantifiable, on se fourvoie et on fait fausse route. En fait, c'est vraiment ça, c'est rechercher l'intensité maximale dans tout ce qu'on fait. Alors, on revient un petit peu à ce que disait Alain, hein. L'ennui est une motivation puissante
pour expliquer un certain nombre de choses, un certain nombre de phénomènes. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire? Oui, bon, en gros, ce qui guette l'être aux facultés supérieures, c'est quand même le désespoir. Si il est face à une réalité qui est quand même implacablement déprimante. Mais la souffrance de l'être aux facultés supérieures est préférable en fait à une apathie. J'ai compris ce que c'était que la dépression. J'y reviens souvent, mais en fait c'est thérapeutique pour moi. Merci d'être mes psychanalystes. J'ai compris ce que c'était que la dépression quand, au bout de 3 ans à Châteauroux, l'amour dure 3 ans, l'enfer ne pouvait pas durer plus longtemps. C'était une situation étrange où la médiocrité de ce que je pouvais voir ne me dérangeait plus. Je m'étais transformé en plante verte. C'était et en fait, c'est ça le fond de la dépression. C'est ça toucher le fond, c'est exactement ça. C'est quand ce qui devrait être pour vous totalement insupportable ne vous dérange plus. L'être humain s'adapte à tout, même à l'enfer. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est ça la dépression. Et c'est ça, d'une certaine manière, devenir un imbécile ou un porc. C'est l'apathie. C'est l'extinction de l'esprit de rébellion, en fait. Alors, je vous avais parlé de cette scission au sein de la doctrine utilitariste. Il y a très clairement deux partis qu'on peut prendre. On va commencer par celui de Mill et finir par un certain tournant qu'a pris la pensée libérale depuis au moins une bonne soixantaine d'années, depuis l'école de Chicago, au fond. Alors, premièrement, vous vous rendez compte que Mill n'est pas un égalitariste forcené. C'est plutôt quelqu'un qui va considérer que la norme du jugement moral ne peut se situer que chez les êtres dont les facultés sont supérieures. Ça permet quand même de mettre beaucoup d'eau dans le vin de la liberté d'expression de Mill. La norme, le critère moral, la norme du jugement moral se situe chez les êtres dans lesquels on peut trouver les facultés les plus importantes, chez les êtres aux facultés supérieures. Mill, dans De la liberté, je n'ose pas vous le rappeler, affirme un principe inconditionnel de liberté d'expression. Il affirme que toutes les opinions non seulement méritent, mais doivent être exprimées. Il en va de l'utilité commune de l'humanité, non seulement pour les générations présentes, mais pour les générations futures. Ok. Mais, Mill dit très clairement ici, toutes les opinions ne se valent pas. Tous les jugements ne se valent pas. On ne peut pas prendre pour norme du jugement sur le bonheur, et donc du jugement moral, je vais revenir sur ce lien, le porc ou l'imbécile. Il vaut mieux se demander ce que Socrate avait à dire. Alors je ne reviens pas sur le cadre dans lequel Mill a écrit De la liberté. C'est quand même un cadre où, certes, les masses ont accès de plus en plus à la presse, mais où c'est quand même pas n'importe qui peut s'exprimer publiquement, très clairement. On n'est pas à l'ère des réseaux sociaux quand Mill écrit De la liberté.
Et je ne suis pas certain qu'il aurait tout à fait écrit la même chose en 2020, qu'en 1850 et 1849, je ne sais plus, de la liberté. Si vous avez le texte sur vous, c'est ces eaux-là, il me semble. C'est les années 40. 1859, donc c'est 2 ans avant 3 ans, 4 ans, pardon, avant l'utilitarisme. Ok, donc en fait, ce sont des textes, c'est ça qui est en plus fascinant, ce sont des textes qui sont vraiment contemporains. Et en fait, quelle était l'utilité, la véritable utilité de la liberté d'expression dans De la liberté, dans le chapitre 2 de la liberté? Euh, C'était pas, si vous voulez, c'était pas du tout de dire je ne sais pas, à Jean Kévin, mais oui, tu as le droit de t'exprimer, parce que ton opinion est intéressante. Non, non. Le, le cœur de cible de Mill dans De la liberté, c'était l'élite. L'élite a besoin de s'informer au maximum de l'état de l'opinion dans un pays pour faire des réformes efficaces et utiles. L'élite a besoin que l'on n'entrave pas la liberté d'expression dans le domaine de l'idéologie politique, parce qu'il a besoin du maximum d'outils pour entreprendre ces réformes. Autrement dit, cette liberté d'expression dont on a l'air de penser qu'elle a un sens démocratique, forcément ça nous rassure, c'est une valeur essentiellement aristocratique et élitiste. C'est pas pour rien si Tocqueville dit que les sociétés dans lesquelles il y a le plus de diversité d'opinions sont les sociétés inégalitaires. C'est pas un hasard. C'est que cette liberté d'expression, elle est cultivée par l'élite, pas par la masse. La masse est conformiste. L'élite est pluraliste par essence. Pourquoi? Parce que la seule chose qui hante véritablement l'élite, comme un cauchemar, c'est d'être comme tout le monde. Il faut se distinguer. Je reviendrai à ça quand je ferai mon cours sur la culture. L'obsession de l'élite, c'est la distinction. Et donc, ça vous explique la fonction de la liberté d'expression dans la pensée utilitariste de Mill. Alors, ce que Mill va dire, c'est la chose suivante, et c'est le début des ennuis. Dans un texte, alors attendez, il faut que je le retrouve. Dans un texte qui fait suite, en fait, au texte que je vous ai distribué. Je ne vous l'ai pas mis, mais je devrais peut-être le faire. Je mettrai peut-être un corpus modifié sur Pronote. C'est toujours dans le même chapitre. Franchement, si jamais on passe en contrôle continu, je ne dirais pas non à ce qu'on se tape au moins tout le chapitre 2 de l'utilitarisme cette année. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On n'a toujours aucune info. Mais bon, on verra. Je lis ce texte qui est capital. L'école qui accepte comme fondement de la morale le principe d'utilité ou du plus grand bonheur pose que les actions sont moralement bonnes, entre parenthèses, je le dis en anglais, right, vous l'avez pas ce texte, cherchez pas. Dans la mesure où elles tendent à promouvoir le bonheur, moralement mauvaise, dans la mesure où elles tendent à produire le contraire du bonheur. Autrement dit, qu'est-ce qu'une action moralement bonne? C'est celle qui promeut le bonheur pour Mill. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur. Par malheur, la douleur et la privation de plaisir. Ce critère n'est pas le plus grand bonheur de l'agent lui-même, mais la plus grande somme de bonheur au total. La plus grande somme de bonheur au total. Est-ce que vous voyez pourquoi ça peut poser problème, cette expression?
Qu'est-ce que le bonheur pour 1000? Ouais, exactement. Et qu'est-ce que c'est qu'une somme? Quelque chose qu'on peut mesurer. Selon le principe du plus grand bonheur, tel qu'il a été expliqué précédemment, la fin ultime, celle en fonction et en vertu de laquelle sont désirables toutes les autres choses désirables, que nous considérions notre propre bien ou celui des autres, consiste à pouvoir mener une existence aussi dépourvue de souffrance que possible et aussi riche que possible de satisfaction tant en quantité qu'en qualité. Le critère de la qualité est la règle qui permet de la comparer à la quantité, étant représentée par la préférence que manifestent ceux qui, tant par leur possibilité d'expérience que par leur pratique de l'analyse et de l'observation de soi-même, autrement dit, tant par leur sensibilité que par leur intelligence et leur culture, sont les mieux à même d'établir des comparaisons. Ok. Que dit Mill? Mill dit qu'une vie heureuse, c'est une vie qui est riche, tant en quantité qu'en qualité de plaisir. Mais comment puis-je comparer une qualité et une quantité? Réponse de Mill, ceux qui peuvent faire la comparaison, ce sont ceux qui peuvent avoir accès aux deux, ce sont ceux qui connaissent les deux côtés de la question, autrement dit, c'est plutôt l'homme plutôt que le porc, c'est plutôt Socrate plutôt que l'imbécile, c'est celui qui va pouvoir comparer ce que vaut la qualité d'un plaisir à ce que vaut sa quantité. À partir de ce moment-là, seul cet être va être capable de calculer la plus grande somme de bonheur possible. Autrement dit, seul cet être, aux facultés supérieures, peut véritablement accéder à la moralité du jugement. On est un peu loin de la démocratie. Étant donné que c'est là, selon l'opinion utilitariste, la finalité de l'action humaine, c'est nécessairement également la norme de la moralité. Celle-ci peut donc, en conséquence, être définie comme l'ensemble des règles et des préceptes de la conduite humaine dont le respect serait de nature à assurer, dans la plus large mesure possible, une telle existence à toute l'humanité. Alors, l'expression décisive ici, c'est dans la plus large mesure possible. Et il faut ajouter que cela s'applique aussi, autant que le permet la nature des choses, à l'ensemble des créatures capables de sensations. Okay. Autant que le permet la nature des choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui représentent la norme du jugement moral, ceux qui peuvent définir ce que c'est que véritablement que le bien, et ceux qui peuvent orienter la politique dans le sens du bien, c'est une élite. Au nom du bien, de l'humanité et des êtres sensibles en général. Toute la question va être de déterminer ce que Mill entend par la plus grande somme de bonheur possible et ce que ça peut donner en termes de politique. Alors, ça sonne à quelle heure exactement que j'ai le temps de faire un truc qui soit pas totalement ridicule? 8. Bon, ça va être chaud là. Imaginons trois mondes possibles. Je sens que le feutre va me lâcher. Dans le premier monde, il y a 60 individus. Ouais, ça y est. Est-ce que j'ai mieux? Ça se recycle, ça? Et on va
va dire, puisqu'on en est à parler de somme de bonheur possible, on va attribuer au bonheur des points. 60 points. Ça devrait quand même... c'est les indicateurs de l'OMS. C'est pouvoir quantifier en fait quelque chose comme la santé, le bonheur social, etc., etc. Et chaque individu a un point. Il y a 60 points à répartir. Chaque individu va avoir un point. Pardon? Non, non, on va rester en Corée du Nord pour le moment. Enfin, dans les campagnes de Corée du Nord. On va imaginer un monde où il y a 60 individus. Tiens, allez. Allez, il y a 65 points. Il y a un individu qui a 5 points. Et les 60 autres. Pardon? Ah oui, 59, pardon. Ah oui, ça c'est important. Il y a 59 individus qui se répartissent les 60 points restants. Et il y a le monde 3. Il y a le monde 3 où vous allez avoir 60 individus, 100 points. Un individu qui a 50 points. Et les 99 autres. Pardon, excusez-moi, les 59 autres qui se répartissent les 50 points restants. Quel est le monde le plus moral selon les critères que Mill établit? Selon Mill. Ouais, mais justement, il y a une ambivalence. Pourquoi y a-t-il une ambivalence? Parce que là, vous avez 59 qui doivent bouffer sur 60 points, et donc forcément, ça en fait moins. Alors que là, déjà, pardon, ça en fait plus, excusez-moi. Alors que là, vous en avez 59 sur 50. Ce qui fait que la répartition est beaucoup plus... se fait au détriment des 59 qui sont là. Même si la somme de bonheur total est supérieure, ce qui va compter peut-être davantage, c'est le sentiment d'inégalité, on y revient, qui est beaucoup moins important dans ce monde-là que dans ce monde-ci. Okay. Et on se rend compte que la question de la plus grande somme de bonheur possible, elle rencontre un problème évident, c'est que chez Mill, le bonheur, c'est à la fois
la quantité et la qualité de plaisir et la privation de souffrance. La privation de souffrance. Où est la souffrance ici? Elle est peut-être dans la conscience d'une inégalité qui est insupportable. Et donc le calcul de cette somme, on se rend compte qu'il est extraordinairement compliqué à établir, puisqu'il ne s'agit pas simplement de compter des points de bonheur et de prendre effectivement le score le plus important, à savoir celui du monde 3. Il s'agit de se demander ce que peut avoir comme conséquence la souffrance que peut représenter l'inégalité dans un tel monde. Oui. On peut se dire, du coup, dans le monde 3, il y a plus d'égalité, donc il y a plus de souffrance. Oui. Sauf que comme c'est du bonheur, on ne peut pas vraiment voir quelqu'un dire, ah, lui, il est heureux dans la rue. Oui, mais on peut se dire qu'il a tout pour être heureux. Je reviens là-dessus, parce que c'est une question qui est importante. On se voit bien tout à l'heure. Ouais. À la soupe.